direct du Game Camp sur un sujet à propos de l'association Women in Games. Et je suis accompagné de différentes personnes de l'association. Donc Nadia François, Eva Martinello et Thomas Bidot. Je vais vous laisser vous présenter respectivement et aussi préciser quelles sont les actions que vous faites au sein de Women in Games. Alors je démarre. Donc je suis Nadia François Thévenot, je travaille dans l'industrie du jeu vidéo depuis un peu plus de 15 ans maintenant, essentiellement côté édition, en communication et marketing. Et au sein de l'association, je fais partie du bureau et des membres fondateurs. Je travaille plus spécifiquement sur les sujets éducation, communication également avec Thomas et d'autres personnes. Voilà, côté éducation, on s'attache à informer autour des métiers du jeu vidéo de manière extrêmement large et auprès des femmes bien évidemment, avec des actions qui auront pour but de toucher beaucoup les collégiens et les lycéens. Voilà, dont on parlera on en reparlera justement, quelques semaines. C'est voilà. aussi un sujet qui m'intéresse et qui m'anime et c'est très compliqué dans le secteur public. Eva. Oui, donc moi je suis Eva Martinello, je suis journaliste spécialisée dans l'e-sport. Et chez Women in Games, je suis membre active, surtout sur les groupes soutien, associations sœurs et e-sport. Donc associations sœurs, c'est faire des partenariats avec d'autres associations qui ont des domaines assez proches des nôtres. Et soutien, c'est lutter contre le cyberharcèlement. D'accord, ok. Et Thomas. Voilà, donc Thomas Bidot, je suis consultant dans le jeu vidéo et je fais partie des membres fondateurs de l'association. Je travaille sur l'aspect communication essentiellement dans l'association. Je travaille avec le bureau aussi sur les différents projets qu'on mène. Et je suis plutôt généralement en retrait à essayer d'aider et supporter les différentes actions sur tout le spectre des activités qu'on a. Pour avoir plus de femmes et plus de femmes visibles dans l'industrie. Bien sûr, parce que justement c'est ça le but en fait, mettre en avant les femmes dans le domaine du jeu vidéo au sens large, que ce soit des joueuses, que ce soit des développeuses, voilà, des personnes qui cherchent à créer. Enfin voilà, ça concerne tout le prisme intégral en fait du jeu vidéo. Et du coup, quelles sont les différentes actions que vous entamez à propos de ça en fait Alors, pas mal d'actions en chantier de projets. Je voudrais juste revenir sur ce qui anime l'association et comment elle s'est créée. Comment elle s'est créée. Donc, c'est tout récent d'ailleurs. Oui, alors on n'a pas encore tout à fait un an. L'association s'est créée en septembre 2017. On a néanmoins déjà pas loin de 700 membres, je crois, un peu plus de 700 membres. On a passé la barre. Et donc les deux fondatrices, donc la présidente Audrey Leprince et vice-présidente Julie Chalmette sont vraiment à la genèse du projet et puis ensuite se sont agrégées des personnes dans le noyau dur. Cette association est donc une association professionnelle de professionnels et d'étudiants qui a pour but d'œuvrer à davantage de mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France, dans la lignée de ce que peuvent faire d'autres associations type Women in Games en Angleterre ou Women in Gaming aux États-Unis. Et comme vous le disiez, effectivement, on s'attache à rendre visibles les femmes de l'industrie puisqu'elles sont là, même si elles sont en minorité. On est à peu près 15% de femmes côté développement en France, au sein des studios. Mais elles sont là. Et donc l'idée est vraiment de les rendre visibles par différentes actions. Donc nous avons créé une liste d'intervenantes afin de présenter des parcours inspirationnels. Donc s'assurer que les femmes qui ont de belles choses à raconter puissent nous puissions les rendre vocales. Oui, voilà. Qu'elles puissent s'exprimer et que ce soit visible aussi. Parce que s'exprimer c'est une chose, mais c'est aussi la visibilité qu'il y a autour de ça qui est des fois plus contraignante. Voilà. Et donc par exemple sur notre site internet, nous avons une page qui recense une petite partie de cette liste d'intervenantes qui compte plus de 30 personnes maintenant, un peu plus de 30 personnes. Et nous travaillons donc conjointement avec les organisateurs de panels, de salons, de conférences, mais aussi les écoles de jeux vidéo, toutes les formations, pour faire en sorte qu'on n'ait plus jamais un jury de fin d'études, de projet de fin d'études
qui ne compte pas au moins une femme. Voilà. Ou une conférence, un cycle de conférences comme au Gamecamp, effectivement, où on a maintenant davantage de femmes représentées par rapport à l'édition précédente. Donc ceci est notre premier axe. On a, et ça je peux en parler plus spécifiquement, on a également un volet en lien avec l'éducation, donc on s'en parlait à l'instant, qui vise à sensibiliser les jeunes au métier du jeu vidéo. Donc on est actuellement en train de préparer un gros projet qui est prévu pour la rentrée, qui sera en fait une plateforme d'information pour présenter de manière extrêmement détaillée quels sont ces métiers, comment se former à ces métiers, comment accéder à des informations extrêmement détaillées auprès de professionnels de l'industrie, donc mettre en relation des étudiants ou des personnes qui souhaitent s'inscrire au sein d'écoles avec des professionnels sur un métier très spécifique, leur permettre de poser des questions. Voilà, et ensuite effectivement on a encore en marge deux autres actions qui sont la sensibilisation des acteurs de l'industrie. Donc ça passe par beaucoup de rencontres avec les éditeurs, les développeurs en France, les pouvoirs publics également, pour s'assurer de leur soutien à notre cause. On a beaucoup échangé avec le secrétaire d'État au numérique notamment, qui nous aide énormément, nous a permis d'intégrer un collectif de femmes du numérique qui est en train d'être lancé, enfin qui a été annoncé mais qui est en train d'être lancé. Et effectivement, on a encore un axe qui est un axe networking de réseautage, voilà, qui permet aux membres de l'association et aux professionnels de l'industrie de se rencontrer. J'insiste sur un point, c'est que l'association est ouverte à tout le monde, donc aux femmes, aux hommes. Et pas qu'aux femmes, hein. Voilà, exactement. Et puis après, effectivement, on a encore beaucoup d'autres actions qui viennent soutenir ces 4 gros chantiers. Je pense notamment à, et j'en profite d'ailleurs, on a aujourd'hui à 14h30 un atelier de formation à la prise de parole qui s'adresse plutôt essentiellement aux femmes membres de l'association, mais qui reste ouvert. Il nous reste quelques places, donc si effectivement des personnes voilà, souhaitent s'inscrire. Et puis je pense que j'oublie encore des choses, mais voilà, on a un énorme volet e-sport. Je vais passer la main à Eva, je pense qu'il y a plein de trucs à raconter. Un énorme volet e-sport sur lequel l'association est devenue très active. On vient d'annoncer quelque chose, donc je te laisse en parler. Depuis peu. Ok. Oui, donc côté e-sport, on a une conférence e-sport et mixité qui est organisée le 7 juillet à Paris à l'Hôtel de Ville, qui a été faite en partenariat avec Paris Co, qui est un incubateur de start-up qui va ouvrir son domaine à l'e-sport en fait. D'accord. Et France e-sport qui s'est créé aussi l'année dernière, qui agit beaucoup dans le domaine. Et donc le but c'est d'expliquer la problématique, parce que pour le coup il y a encore moins de femmes dans l'e-sport que dans les jeux vidéo, parce que c'est une pratique hardcore entre guillemets du jeu vidéo, et du coup ça va être des tables rondes où on va expliquer les problèmes, essayer d'exposer des solutions, etc. Voilà, on a aussi un projet incubateur en cours pour amener plus de joueuses dans la scène. Voilà. C'est compliqué dans l'e-sport de pouvoir fédérer et même plus largement intéresser les joueuses au final, c'est... en fait, on est beaucoup en lien avec les jeux vidéo dans le sens où s'il y a plus de femmes qui jouent tout court, on aura plus de femmes qui voudront jouer de façon compétitive. Ouais. Mais oui, au niveau des jeux en ligne, il y a beaucoup de barrières qui s'ajoutent pas mal. Et dans la pratique compétitive aussi, il y a encore plus de barrières. Donc en fait, le nombre réduit drastiquement à ce niveau-là. Oui. Ok, c'est parce que autant dans le secteur professionnel, oui, du développement, je pense que c'est sans équivoque et tout le monde voit l'intérêt de ça. Et c'est peut-être beaucoup plus compliqué justement chez les joueurs et les joueuses de voir l'intérêt de Women in Games. Donc du coup, c'est que simplement elles répondent pas à l'appel. Comment ça se passe en fait, il y a tellement peu de femmes qu'elles sont déjà surexposées quand elles sont dans le milieu et qu'elles réussissent. C'est vraiment le fait d'avoir plus de femmes à la base qui... Bien sûr. Parce qu'en fait, l'e-sport, c'est élitiste. Donc, tu as déjà même pas 1% des joueurs des jeux en ligne qui vont entrer dans le domaine. Bien sûr. Donc, déjà, s'il y a très peu de joueuses, au niveau compétitif, tu en as encore moins. Sûr. Et du coup, tu as moins de joueuses qui ont des bons niveaux parce qu'elles sont moins nombreuses à la base. Et du coup, il y a énormément de... il y a énormément de travail à faire là-dessus, quoi. Effectivement.
Alors, juste pour faire écho à ce que dit Eva, quand on parle avec Audrey et Julie qui ont monté l'association, ce qui ressort, donc Audrey a monté son propre studio, c'est une ancienne producteur de chez Ubisoft. Julie, c'est la présidente du CEL, c'est aussi la general manager de Bethesda Europe. C'est donc 2 femmes qui ont des très belles carrières et qui ont vraiment réussi dans le jeu vidéo. Mais une des motivations pour monter l'association, c'est que dans ce process où elles ont développé leur carrière, elles se retrouvaient dans un moment avec des doutes de oui, mais est-ce que je suis légitime par rapport à mon rôle, par rapport à ce que je fais? Et elles se sont rendues compte que c'est des questions que les hommes ne se posaient pas. Des gens qui ont des parcours similaires aux leurs se retrouvaient décomplexés par rapport à leur décision de carrière. Et une des motivations de l'association, c'est aussi de montrer par l'exemple que non, les femmes sont tout aussi légitimes et cette espèce de syndrome de l'imposteur qui se développe, il faut le tuer dans l'œuf autant que possible, quoi. Totalement. Et ça c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais sur l'e-sport, c'est aussi très présent. Si on ne voit pas de femmes e-sportives de haut niveau, on est dans une société qui va nourrir ce doute dans l'esprit des femmes qui vont se dire mais pourquoi est-ce que je ferais de l'e-sport alors qu'il n'y a aucune femme qui l'a fait. C'est dur d'être pionnière. Bien sûr. Du coup, il y a un travail de fond à faire et c'est pour ça que l'association se penche là-dessus. Et l'autre aspect qui est un peu la force on va dire l'élan donné par Audrey et Julie au tout début, c'est pas de se concentrer sur les problèmes, c'est de se concentrer sur les solutions. Et c'est vraiment de travailler de manière intelligente sur comment encourager les femmes à prendre la parole, comment encourager les jeunes filles à s'intéresser au métier du jeu vidéo, comment avoir des e-sportives, faire le pas supplémentaire d'aller dans le niveau compétitif plus haut, comment créer des solutions pour avancer et résoudre les problèmes plutôt que de les identifier, parce que je pense que maintenant on les connaît bien les problèmes. Bien sûr. Puis on est un peu en quelque sorte dans un cercle vicieux, on commence un peu à en sortir, mais le tout c'est d'en amener un cercle beaucoup plus vertueux, montrer qu'au final n'importe qui peut avoir sa place quel qu'il soit et d'en arriver à beaucoup plus de mixité quelle qu'elle soit en fait. C'est vrai que c'est un début, mais au final c'est pour que chacun puisse y trouver sa place tout simplement, quoi. Et justement j'ai envie de revenir un peu sur le côté éducatif. Justement c'est quelque chose à essayer peut-être potentiellement de voir, de mettre dans la tête des personnes très tôt, et d'avoir un côté éducatif pas seulement pour les enfants, on pense aux enfants en premier lieu, mais je crois qu'il y a peut-être toute proportion gardée, mais un côté éducation vis-à-vis des gens. Quand on peut facilement se mettre des idées en tête et rester sur ces idées, puis les entretenir et les partager, et voilà, et ça se transmet. Après, bien sûr, dans le but que vous avez tous commencé à entreprendre au sein de Golden Games, et il y a la possibilité en tout cas de voir. Mais en plus, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu à l'appel. Vous parliez de 700 professionnels qui ont déjà répondu. Oui. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'engouement est là. Notre premier événement a eu lieu lors de la Paris Games Week l'année dernière. On sera d'ailleurs encore au rendez-vous sur la prochaine édition. Et il s'agissait de notre premier événement de networking. On a été agréablement surpris de voir effectivement l'engouement. Ça a été rapide. Oui, très. Oui, entre septembre et octobre. Entre une Gamescom et un Paris Games Week, le temps est très court. C'est ça. Le temps est toujours très court dans le jeu vidéo. Ça passe très vite. D'accord. Mais on a été... la raison pour laquelle ça a pu avoir lieu, c'est qu'on a eu aussi beaucoup de soutien en fait. On s'est retrouvé avec beaucoup de très bonne volonté pour faire en sorte que ça ait lieu. Sur la Paris Games Week, le CEL a vraiment soutenu l'initiative dès le début en fait. Oui, tout à fait. Oui, ça a donné un bon gros coup de starter, et ça a été visible aux yeux de tous. Oui. Et médiatiquement aussi, et puis les interventions de Mounir Majoubi et de Nima Seglia également ont permis de rendre encore plus visible notre Bien action. sûr, et c'est un sujet qui revient de plus en plus souvent, un sujet qui me revient justement, que je voulais rapidement aborder, notamment suite à l'E3. On voit de plus en plus, je fais le lien, de plus en plus d'héroïnes de jeux vidéo, mais justement peut-être que ça peut
commencer par là, en plus d'Action Entreprise, mais déjà, on voit que ça suscite de l'intérêt, en bien, en mal, mais déjà ça suscite de l'intérêt, c'est un sujet qui fait parler de soi. Qu'est-ce que vous en pensez tout bêtement en fait, on a retrouvé, au-delà de Lara Croft, on va voir dans le prochain Gears of War une héroïne, il y a The Last of Us Part 2 qui a fait beaucoup parler de soi. Voilà, on en retrouve quand même de plus en plus, ça reste quand même timide, mais c'est de plus en plus présent. Est-ce que vous avez des réactions à apporter? Par rapport à l'E3 de cette année, en fait, on sent que les studios se posent la question à un moment dans leur choix de leur personnage, je pense qu'il y a un scope qui est plus étendu et qu'il y a des personnages qui sont de plus en plus originaux et de plus en plus de femmes aussi, du coup, forcément. Je sais pas. Voilà, la moitié de l'humanité est composée par des femmes. Bien sûr. Et si on se retrouve, c'est une logique commerciale aussi, c'est-à-dire que si on crée des jeux où il n'y a que la moitié de l'humanité qui s'y reconnaît, on se coupe d'un marché énorme. Pour moi, la question ne se pose pas par rapport à l'inclusivité, c'est en élargissant, on multiplie les opportunités, on multiplie la portée que peut avoir l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est quelque chose qui n'était pas forcément pensé, mais voire même c'était l'opposé. Pendant longtemps, les éditeurs disaient si je mets un personnage féminin sur la couverture de mon jeu, il ne se vendra pas. Mais on se rend compte que c'est pas vrai. Horizon Zero Dawn l'année dernière rempli plein de prix, c'est un succès phénoménal. C'est Last of Us, enfin il y a des super hits où on peut jouer une femme et c'est pas un problème, c'est même une qualité en fait. Et c'est la même chose par rapport aux équipes créatives. Avoir des hommes et des femmes, ça permet d'avoir des points de vue différents, de multiplier les sensibilités, ça permet de faire des projets, des produits plus riches au final. Et une meilleure représentativité dans les contenus. Bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Et j'ai pas aussi parlé de Battlefield 5, mais qui a suscité pas mal de réactions et c'est bien, ça veut dire que du coup, sans forcément vouloir chercher une gêne, déjà ça suscite des choses chez des gens et ça veut dire que là, il y a quelque chose qui est tenu et à voir. Ils sont assez loin parce qu'ils n'ont pas montré que de la diversité homme-femme, ils ont aussi montré des personnes avec comment dire, avec des prothèses. Oui. C'est pour montrer que oui, on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous la même couleur de peau, les mêmes genres, les mêmes capacités physiques. Et je pense que c'est pas anodin, il y a une vraie volonté d'avoir un maximum d'opportunités pour que le maximum de gens puissent se reconnaître dans les jeux. En fait. Bien sûr. Totalement, c'est vrai que je parlais de mixité et même je devrais parler d'inclusion, quelle qu'elle soit. En fait, l'accessibilité, en fait, ça peut être accessible à tout le monde. Ça n'est qu'un problème que du moment qu'on en provoque un, qu'on se limite. Eh bien voilà. Merci pour votre participation. C'était très intéressant. Et on va continuer tout au long de l'événement à tenir d'autres plateaux. Et on se retrouvera normalement à 11h15 avec Aymeric Toa pour parler justement des jeux triple-I. Donc des jeux indépendants. Merci beaucoup Thomas, Eva et Nadia. Merci Nicolas. Merci. Et puis on se retrouvera sûrement par la suite avec grand plaisir en tout cas. Merci à vous.